Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tintin. J'en profite que nous sommes encore au mois de novembre pour écouler mes dernières tisanes et thés d'automne. En l'occurrence, je bois la tisane Liaison Dangereuse de chez Kodama qui comporte de la carotte, de la citrouille, du gingembre et du curcuma. La première fois qu'on la goûte, la citrouille est quand même assez prononcée. C'est pour ça que moi j'avais pris que un petit 100 grammes et je crois que je l'ai acheté il y a un an ou deux. Ça devait pas être l'automne dernier mais l'automne d'avant. Je l'ai toujours pas terminé car vraiment je la savoure. Je suis beaucoup plus pour ce qui est de l'automne un classique pomme cannelle. Peu importe l'infuseur ou le créateur qui le fait, mais pomme cannelle c'est délicieux. Je la bois avec, comment dire, avec appétit, mais c'est vrai que je cours pas après, c'est pas ma petite tisane réconfortante. Mais là comme ça le matin, vous voyez, il est 11 h, ça a un petit goût d'apéro presque. C'est pas une tisane salée évidemment, mais c'est sympa. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture où je vais vous faire le point de toutes mes lectures du mois de novembre. Et donc par la même occasion, le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais commencer déjà par les deux graphiques que j'ai lus. En premier, une BD que j'ai reçue de la part de chez Dupuis qui s'appelle La Calas et Pasolini, un amour impossible de Briotti Dufaux. Je ne sais plus si je vous en ai pas déjà parlé, non je ne crois pas. Cette BD raconte pas entièrement la vie de Maria Callas et de Pasolini. En fait, ça commence l'histoire commence quand ils se rencontrent à l'occasion du film sur Médée, je crois. En tout cas, un film de Pasolini dans lequel Maria Callas incarne une figure mythologique féminine, je crois que c'est Méduse. Ils se rencontrent à ce moment-là, ils tombent amoureux, mais c'est un amour assez platonique car Pasolini est homosexuel et Maria Callas, elle, a déjà quelqu'un dans sa vie. Et on va les suivre à plusieurs étapes de leur vie, notamment un voyage au Brésil. C'est la majeure partie de la BD se concentre sur ce voyage au Brésil où ils vont tous les deux loger dans une favela de Rio, sur voilà, leur amour et en même temps en fait, leur relation qui est très très forte, tant artistiquement que personnellement, mais qui n'aboutira jamais à une histoire d'amour concrète, enfin en tout cas à une histoire d'amour classique dans lequel on pourrait penser à un couple, une relation différente qu'ils mènent en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé car moi je ne connaissais vraiment que très peu la vie de Pasolini. J'ai depuis ajouté au moins 2 ou 3 livres de sa bibliographie dans ma wishlist car j'ai très envie de découvrir sa poésie mais également sa fiction. Maria Callas pareil, je ne connaissais pas trop et quand j'ai lu la BD j'ai mis des airs de Maria Callas, notamment l'album Pur avec la chanson Les Tringles des Sistres Teintées, qui est un extrait de l'opéra de Bizet Carmen et qui me hantait, mais genre vraiment je vous dis pendant une semaine j'ai écouté ce morceau de l'opéra de Bizet en boucle car tant la musique de Bizet que la voix de Callas, les deux sont magnifiques. Donc j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé découvrir un peu sur ces deux personnages parce que du coup ça m'a fait faire pas mal de recherches et j'adore quand ma lecture m'amène à faire d'autres recherches et à visualiser d'autres trucs, des documentaires, des films, etc. Et aussi parce que j'ai trouvé les planches magnifiques. Ce sont des planches qui sont très fournies tant par le dessin que par le texte, il y a quand même pas mal de texte. Les couleurs changent en fonction de... Au début ça commence à Rome, donc c'est une Rome assez nocturne, la vie nocturne à Rome c'est magnifique, j'ai adoré les premières planches à Rome. Ensuite, la favela au Brésil est pleine de couleurs, pleine de vie, il y en a dans tous les sens, il y a des dessins qui sortent des cadres, des bulles en tout cas, enfin c'est très très beau. Et ensuite, je crois que ça se passe un peu à Paris à un moment. Donc on retourne à Paris dans un dessin un peu plus classique, mais en tout cas j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette BD. J'ai pas le prix, je crois que c'est déjà sorti, je vais essayer de vous dire ça. La BD est au prix de 25 €, elle a été publiée le 20 octobre chez Dupuis donc. Et franchement, alors moi je n'achète vraiment jamais de graphique, mais ça pourrait être le genre d'ouvrage que j'achète. Et je dis pas ça parce que je l'ai reçu, mais parce que vraiment, moi je trouve que moi en fait là où j'ai du mal souvent avec les BD, c'est le rapport entre le temps de lecture et le prix. Mais pour le coup, déjà, ça se lit pas si vite que ça car il y a quand même 100 pages et il y a plein de textes, notamment du paratexte avant et après, une préface et un petit dossier qui sont quand même assez complets et aussi parce que moi ça m'a poussé à aller voir d'autres choses et à aller consommer d'autres médias et d'autres contenus. Donc au final, oui, certes le temps de lecture sur la BD même est restreint, mais en fait mon temps de divertissement, c'est horrible de parler comme ça de contenu, enfin d'objets littéraires, d'art, même c'est un art, en termes de contenu et de rapport temps-produit, bref. J'ai également lu un tout petit album jeunesse, enfin même pas jeunesse, enfance pour le coup, ça s'appelle Un océan d'amour de Peter Gaudesabos, publié chez Helium et qui est une toute petite histoire d'amour. Alors je vous montre, hein, c'est vraiment très voilà, c'est des petits dessins, il y a très peu de texte entre un pingouin
et un ours. Et en fait, on imagine que ce sont deux animaux de sexe masculin. Le petit pingouin est amoureux de l'ours, il ne sait pas comment lui dire, il va voir l'ours, il va lui dire qu'il l'aime. Ils vont passer beaucoup de temps ensemble et au final, voilà, ils vont se séparer en bons amis. Et l'ours va se rendre compte qu'il est très triste et qu'il est amoureux lui également du pingouin. Voilà, c'est pour tous les enfants, après sans même mentionner l'homosexualité, car voilà, c'est un pingouin et un ours. Je sais pas à quel âge on commence à comprendre les genres, etc. Mais on peut raconter cette histoire à n'importe qui en fait. Et elle est toute belle et toute douce. Et j'ai adoré le dessin qui est peut-être un peu simple, mais qui est très très beau par les couleurs et par les positions, voilà. C'était les 2 graphiques que j'ai lus au mois de novembre. Malheureusement, je vous ai abandonné sur la lecture du Monde selon Garp de John Irving, qui était notre lecture commune du mois de novembre. Je suis arrivé pile à la moitié, je récupère mon marque-page, car le livre va partir. J'ai abandonné parce que, au début, j'ai vraiment été très agréablement surpris, j'ai trouvé que c'était très prenant. On suit la vie d'une femme qui, en fait, décide, une femme de la bourgeoisie, enfin en tout cas, ses parents ont une position économique assez importante, et elle veut pas être la bobonne, elle veut pas épouser un homme, elle veut pas être femme au foyer, enfin voilà, elle veut être indépendante, elle veut quitter cette famille, elle veut quitter le nid familial et tout ce que ses parents lui imposent. Et donc elle va faire des études pour devenir infirmière et elle va rencontrer un militaire duquel elle va avoir le petit Garp et qu'elle va décider d'élever toute seule. Elle va même pas prévenir le militaire qu'elle a eu cet enfant. Ça va être vraiment son enfant à elle. Et voilà, donc ça commence là-dessus, sur la présentation de Jenny, qui est cette mère un peu fantasque et très indépendante, la façon dont elle a son bébé, etc. Ensuite, on voit Garp grandir, ils habitent dans un lycée. Jenny, la mère, est infirmière dans le lycée, et donc le petit Garp peut suivre les cours dans cette école. Là, j'ai beaucoup aimé cette partie au lycée où on est vraiment dans, vous voyez, le roman initiatique, l'enfant, la naissance, l'enfance, on le voit grandir avec en filigrane l'histoire de la mère qui essaye d'écrire un roman, etc. C'était très bien, j'aimais beaucoup la plume qui était assez cynique, assez second degré, enfin voilà, un humour un peu pince sans rire, j'ai vraiment bien aimé, sauf que ça m'a perdu totalement. J'ai trouvé que le récit ne décollait jamais, l'histoire, l'intrigue ne décollait pas, ça s'enlisait. On avait des récits dans le récit, dans le récit, dans le récit, parce que la mère écrit une biographie, le fils tente d'écrire un roman, donc on a des extraits de son roman, mais on a aussi les premières nouvelles qu'il a écrites. Enfin, voilà, le récit est protéiforme, et en termes d'histoire, ça reste assez pauvre, c'est quand même quelque chose de très axé sur les personnages et la psychologie des personnages. Quand c'est uniquement axé là-dessus, c'est vrai que ça a tendance à m'embêter, à m'emmerder pour le dire même. Et malheureusement ça l'a fait, et au bout de 200 pages je ne prenais plus aucun plaisir à reprendre le livre, je n'en avais rien à foutre de ce qui pouvait leur arriver. Je suis arrivé au chapitre 11, on m'a dit oui, au chapitre 14 il se passe un truc qu'on voit pas venir. J'ai même pas voulu aller jusqu'au chapitre 14 parce que je me suis dit c'est encore me forcer au moins une centaine de pages. Ouais c'est ça, j'avais encore au moins 120 pages à me forcer jusqu'au chapitre 14 pour lire un possible retournement de situation. Et je me suis dit ok, et puis après si le retournement de situation, enfin voilà, il se passe et il reste encore 200 pages derrière, donc... j'ai préféré abandonner. Je suis moins catégorique qu'au moment où j'ai abandonné ma lecture, où je m'étais dit oui bon bah je ne lirai plus John Irving. On m'a dit qu'il y avait plusieurs, comme un artiste peintre par exemple, il y a plusieurs phases dans le travail de John Irving. Certains qui sont beaucoup plus attachés à ses premiers romans et d'autres qui sont beaucoup plus attachés aux romans qu'il écrit par la suite, qu'il a écrit par la suite. Il me reste à moi seul bien des personnages dans ma pile à lire qui apparemment parle de genre et de transidentité, donc j'ai très envie de le lire, donc je vais le garder et je lirai à moi seul bien des personnages, ou en tout cas je tenterai de le lire. Dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Changer méthode de Édouard Louis, qui est le dernier texte qu'il a écrit, je crois que c'est sorti l'année dernière et cette année en poche, ou un an de plus, je ne sais plus. J'avais été plus ou moins réconcilié avec les écrits de Édouard Louis grâce à Combat et métamorphose d'une femme et Qui a tué mon père, qui sont 2 très courts textes d'une centaine de pages sur ses parents et sur, en fait, dans lesquels il est beaucoup moins critique envers ses parents justement que ce qu'il a été dans En finir avec Eddie Bellegueule et aussi un peu dans Histoire de la violence. Enfin là, Histoire de la violence, c'était plutôt par rapport à sa sœur, mais en tout cas par rapport au milieu dans lequel il a grandi. Dans ces 2 textes-là, il était beaucoup plus magnanime, je trouve, envers ses parents. Alors que dans Changer méthode, au début, c'est ce que j'ai cru, vraiment, j'ai cru qu'on était toujours dans cette veine, plus dans la compréhension que dans la dénonciation, dans l'étalage public même. Et finalement, malheureusement, au bout d'un moment, il retrouve ses vieux démons, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était beaucoup du moi je, comment il a écrasé un peu tout le monde
ses amis à Amiens, les gens qui ont pu l'aider et le porter à Amiens pour réussir, lui, le grand Édouard Louis, à aller vivre à Paris, à vivre de son intelligence et écrire des livres avec des grands amis comme Didier Héribon ou Geoffroy de la Lasagnerie. J'ai pas trouvé grand intérêt. Le titre nous fait penser à un petit précis sur les transfuges de classe, changer de point méthode, vous voyez, quelque chose qui va nous dire comment on fait. Bah non, en fait, il nous explique comment lui, il a craché sur tout le monde et piétiné un peu tous ceux qui l'entouraient pour réussir. Donc malheureusement, comme En finir avec Die Belle Gueule, j'ai trouvé ça un peu puant et dénigrant envers la ruralité. Alors là, plus vraiment l'extrême ruralité, comme le petit village dans lequel il a grandi, qu'il raconte dans En finir avec Die Belle Gueule, même si parfois on y revient. Mais là, dans la ville moyenne de province qu'est Amiens, dans laquelle il a fait ses études au lycée, je ne jurerai pas que je ne lirai plus Édouard Louis, car c'est un peu le livre que j'adore détester, malheureusement. C'est horrible. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Il y a pareil, hein, quelques comptes YouTube que je n'aime vraiment pas et que je continue à regarder parce que ça me fait du bien. Je sais pas, j'extériorise peut-être quelque chose à travers ça, hein, que ce soit dans la littérature, c'est Édouard Louis, dans les chaînes YouTube, je vais pas vous balancer hein, les noms des gens, à la télé, enfin voilà, il y a des programmes qu'on aime bien détester et Édouard Louis en fait partie. Je fais assez rapidement, hein, de toute façon il y a des dizaines d'avis sur l'œuvre de Louis, sur tous les sites, que ce soit Babelio, Goodreads, etc. Moi je trouve toujours que ce n'est pas correct, sa façon d'écrire. Dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Le ruban de Ito Ogawa, publié chez Piquet Poche, qui est un roman de 325 pages, mais qui s'apparente un peu à du recueil de nouvelles. En fait, au début, on a 100 pages qui vont se passer avec deux personnages, qui sont une petite fille et sa grand-mère. La grand-mère a, depuis sa fenêtre, la vue sur un grand arbre, et elle voit un jour que une maman pond des œufs, et puis une maman oiseau, pardon, une maman oiseau pond des œufs, et elle s'en va, elle ne revient pas. Donc la grand-mère décide de prendre les œufs, de les mettre dans son chignon et de les couver. Sur les 4 œufs, il n'y aura qu'un œuf qui éclora, qui va éclore, et ils vont élever ce petit oiseau qu'ils vont appeler Ruban. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça, le nom de Ruban. Donc la grand-mère et la petite fille vont élever cet oiseau. J'ai adoré ces 100 premières pages qui sont toutes douces, à la manière d'Ito Ogawa, sans être naïve ou même cucul à praline. On est dans une douceur un peu amère, qui est toujours empreinte de mélancolie, de nostalgie. Il y a quand même un voile assez dense sur les romans d'Ito Ogawa. Hein. Dans le jardin arc-en-ciel, il est quand même beaucoup question de suicide, par exemple. Dans le Ruban, la mort est présente assez régulièrement. C'est pour ça que c'est pas vraiment un roman très cocooning et réconfortant, parce que donc on est avec cette grand-mère et cette petite fille qui élèvent l'oiseau, et un jour l'oiseau s'envole, il quitte la maison, il passe par la fenêtre. Et ensuite, pendant je pense 150 pages, 200 pages, on va, non 150 pages peut-être plutôt, on va suivre cet oiseau, enfin on ne sait pas si c'est celui-là, mais en tout cas on va suivre des petits instantanés de vie de personnages à travers le Japon. Ça va être à chaque fois très court, 10-20 pages, différents personnages qui vont rencontrer un oiseau dans leur vie, qui va arriver à un moment charnière, un peu décisif. Donc je vous dis, il est beaucoup question de mort, on a beaucoup de ces personnages qui côtoient la mort ou qui ont côtoyé la mort. C'est un peu comme un signe annonciateur, ce petit oiseau qui vole et qui déambule dans le Japon contemporain d'ailleurs. Et à la fin, on retourne sur l'histoire de cette grand-mère quand elle était jeune en fait, qui se passe donc à Berlin pendant la construction du mur du Berlin, le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, etc. Donc un contexte un peu plus historique. Le truc qui m'a un peu gêné, j'ai beaucoup aimé la lecture, hein, je vous dis par l'ambiance et le style, mais ça c'est Ito Ogawa, je suis assez, je pense, conquis maintenant au bout de déjà deux lectures de cette autrice. Je pense avoir compris vers quoi elle tend à chaque fois dans ses romans, ou en tout cas majoritairement dans ses romans, et ça me convient, donc je continuerai de la lire. Mais là j'étais un peu déçu par cette construction, même si j'aime plutôt bien le format nouvelle, et que ça s'y apparente un peu par endroits. Le fait qu'à la fin on revienne sur l'histoire de cette grand-mère, ça m'a un peu cassé dans mon rythme de lecture parce qu'on a passé beaucoup de pages au début du roman avec eux, et moi j'avais fait mes adieux, et après on revient sur elle, alors même si on n'est plus sur la même partie de sa vie, etc., j'ai moins réussi à me remettre dans la toute dernière histoire qui clôt le roman. Peut-être par la construction ça a pêché pour moi, enfin en tout cas ça n'a pas fonctionné, mais toujours un grand plaisir de lire Ito Ogawa et de... Ouais, c'est une petite bulle, j'ai l'impression d'être un gros con en disant ça, mais une petite bulle de douceur, effectivement. Mais attention, hein, c'est une petite bulle de douceur qui n'a rien à voir avec Tant que le café est encore chaud ou l'autre bouse là que j'ai lu japonaise dernièrement. C'est une... Oh, bah, j'avais mis des marque-pages aussi ici. Une petite boule de douceur, douce amère, tout simplement. Regardez, c'est une photo avec mes copains, je crois que c'était à l'occasion de mes 25 ans. Et moi, on me voit juste ici, j'ai juste un œil sur le photomaton. Je les aime trop. Il me manque parce qu'on ne se voit plus beaucoup dernièrement.
Non, dans mon Pumpkin Autumn Challenge, il y avait un truc genre Epic Fantasy, j'avais mis Les Contes de Terre-Mère de Ursula Le Guin, et finalement, depuis le mois de juillet, j'avais quand même mis en pause Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours de Tolkien, dans la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Je m'étais arrêté à un endroit et j'avais jamais repris. Je sais pas pourquoi, genre j'avais dû dire autre chose à ce moment-là, enfin je m'étais vraiment mis en pause. Et alors j'ai repris, malheureusement je suis retombé pas du tout dans la bonne partie, j'ai trouvé que ce tome était beaucoup plus ennuyant que le premier tome. J'ai quand même un bon souvenir, j'ai lu au mois de juillet, hein, de la première moitié qui était assez prenante, vraiment très prenante. Bah voilà, au début du roman, ou soit à la fin de la communauté de l'anneau, ou au début de celui-ci, ça je me rappelle plus trop à quel moment la séparation se fait, mais le groupe explose et il y a plein de personnages qui vont à des endroits différents. Donc Merry et Pippin qui vont dans la forêt, Sam et Frodo qui essayent d'aller vers le Mordor, Legolas, Aragorn et Gimli dans un autre endroit, enfin voilà. Gandalf est perdu parce que mort dans la Moira, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin mort dans la montagne quoi. Le groupe est un peu séparé, donc on suit un peu plein de groupes, sauf que, outre Sam et Frodo, tous les autres se retrouvent au même endroit, qui donne lieu à deux batailles assez épiques. Je crois que c'est la gorge de Helm et la bataille d'Isengard, où il y a les arbres géants, là, les Ents. Donc j'ai un souvenir vraiment génial de ces deux scènes qui sont très bien décrites, épiques. Enfin vraiment, j'ai passé un excellent moment. Et toute la seconde moitié, on se retrouve avec Sam et Frodo qui essayent tant bien que mal d'arriver jusqu'au Mordor, qui sont accompagnés de Gollum sur une partie de leur route et qui rencontrent après Faramir, je crois, le frère de Boromir en tout cas, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Faramir. Vous savez, moi les prénoms, et alors encore plus les prénoms dans Le Seigneur des Anneaux. Bref, ils rencontrent Faramir et Gollum, c'est à peu près les deux seuls personnages qui côtoient leur avancée. Et c'est très lent. C'est chasse-pêche et biture en terre du milieu. Ils ont la dalle, il fait froid, il fait noir, ils n'arrivent pas à avancer, ils sont fatigués. Je me suis un peu ennuyé. Alors, pour éviter de le remettre en pause et de ne jamais y revenir ou quoi, j'ai décidé de vraiment speeder ma lecture, de tout lire. Je crois que je l'ai fait en une matinée, il me restait presque 200 pages. Je me suis dit, allez, tu te poses et tu ne bouges pas ton cul tant que tu n'as pas fini cette lecture. C'est ce que j'ai fait. Et alors, j'ai voilà, une lecture en demi-teinte parce que j'ai quand même vraiment beaucoup apprécié la première moitié et beaucoup moins la seconde moitié. Mais c'est quand même toujours un plaisir de lire la plume de Tolkien, je dois le dire. Même si c'est un peu ennuyant, il y a cette quête qui est vraiment la quête suprême, quoi, qui nous tient en haleine. Et moi qui n'ai pas vu les films, je sais vaguement comment ça se termine. J'ai vu la scène, hein, évidemment la scène de fin avec Sam et Frodo. J'ai jamais vu comment on en arrivait jusque là. Donc c'est vrai que parfois d'ailleurs je suis même un peu perdu dans tout ce qui se passe, dans tous les différents royaumes, les différents pays, les différentes espèces, tout ça. Maintenant j'ai compris c'était quoi le Nazgûl. Il m'a fallu 2 livres presque. Mais voilà, je vais bien évidemment acheter le tome 3 et poursuivre, et je lirai le Hobbit en dernier. J'ai fait ça un peu à l'envers, enfin à l'envers. Le Hobbit chronologiquement se passe avant la trilogie. Tenez bon, il ne reste plus que 3 petits livres à vous parler. D'ailleurs celui-ci ça va aller très vite. J'ai lu Étape suivante de Aurel Laugier, publié aux éditions de l'Harmattan, qui est un recueil de poèmes. J'avais déjà lu un recueil de poèmes de Aurel Laugier, je vous le mettrai juste ici car j'ai évidemment oublié le nom. En tout cas c'était un peu une sorte de fable de La Fontaine 2.0 avec des animaux bioniques, des cyborgs, des robots, etc. J'avais beaucoup aimé. Là on n'est absolument pas là-dedans. Aurel Laugier est donc journaliste et il est parti... Alors attendez, je vous lis la préface, l'exergue, car ça explique très bien le pourquoi du comment. Ce livre raconte mon voyage au Liban et en Ukraine. Le lien entre ces deux pays est évident, la guerre. L'une est passée mais ses traces sont encore chaudes, l'autre est en cours. Un jour, en 1945, le poète Paul Celan s'est posé la question « Quelle poésie après la guerre ? Est-ce qu'après toutes ces horreurs, il sera encore possible d'écrire des belles choses ? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ?» C'est en rêve parti à Kiev sous les roquettes que j'ai eu ma réponse « Je vous laisse voyager avec moi ». À ma fille Zoé, tu avais 9 mois quand je suis parti. Aurel est parti au Liban puis en Ukraine, à Kiev principalement mais un peu partout en Ukraine, il a voyagé. Et il en a fait des poèmes, donc des poèmes sur la guerre et sur quelle poésie écrire après la guerre ou pendant la guerre, car pendant qu'il était en Ukraine, c'est toujours la guerre. Évidemment, je lis ça actuellement en plein conflit israélo-palestinien, ça résonne, même si c'est une guerre, c'est une barbarie, c'est des hommes qui meurent, des civils qui meurent, des états barbares, ça résonne forcément, même si c'est pas la même guerre ou les mêmes guerres, ça reste une guerre. J'ai beaucoup aimé ces poèmes. Parfois j'avoue que j'ai été un peu complètement décontenancé et je comprenais rien aux poèmes que je lisais, donc ça méritera une relecture sûrement.
Je l'ai lu assez rapidement un matin. Je sais que je n'ai pas assez savouré, mais comme j'ai corné des pages, je sais également que j'étais quand même assez dedans pour être sensible aux mots d'Aurel Laugier. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer devant, ça coûte 13 €. C'est à peu près comme un iconoclaste, hein, les recueils de l'Iconopop. Ça fait 60 pages pour 13 €, c'est exactement le même prix, le même format. Toujours dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Anima de Wajdi Mouawad, le fameux Anima qui a fait tant causé sur la toile. Je pense que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, quand Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'a lu et l'a adoré. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir lu à sa suite, et vous étiez déjà nombreuses et nombreuses à l'avoir lu avant elle. Toujours est-il que moi, quand j'ai vu Séverine et cet engouement qui était quand même assez collectif, hein, je crois qu'à cette période-là, j'ai vu très peu de retours négatifs, ou alors des gens qui admettaient que ce n'était pas du tout eux la cible et que c'est pour ça qu'ils n'appréciaient pas, mais peu de critiques vraiment purement négatives sur le style ou la forme sur ce bouquin. Et pourtant, Dieu que le bouquin est particulier par la forme et par le fond, car on va suivre un homme qui s'appelle Wash Depch, qui rentre chez lui. Je vais dire le personnage principal parce que Wash Depch, c'est pas très facile à dire. Qui rentre chez lui et qui retrouve sa femme égorgée, mutilée de plusieurs coups de couteau, et qui a été victime d'abus sexuels, car il y a encore des traces de semences sur le corps. S'ensuit alors une enquête pour essayer de savoir qui a fait ça, qui est le meurtrier. Première particularité, bim bam boum, le fait est que tout nous est raconté du point de vue des animaux qui peuplent les pièces. Donc ça, ce point de vue particulier n'est pas tout le long du roman, je vous préviens tout de suite, mais quand même une bonne partie. Le roman est découpé en 3 parties, et durant les 2 premières parties, on va être dans les yeux d'un animal. Donc c'est-à-dire 300 pages sur 500 pages, dans les 2 tiers du bouquin. Donc chaque animal qui vont être présents à différents endroits du Canada, car ça se passe au Canada, et donc de là où se trouve notre personnage principal, vont nous raconter ce qu'ils voient du personnage principal. C'est eux qui nous racontent l'histoire. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, car en fonction des différents animaux qui incarnent, alors c'est un peu chiant parce que ce sont les noms latins, donc Papilio Polyxenes Asterius, là on imagine très bien que c'est un papillon. Canis lupus familiaris terra americana Staffordshire, on sait que c'est un chien grâce à la marque, j'allais dire grâce à la race. Mais il y a des trucs genre Larus ridibundus, si j'avais pas été chercher sur internet, j'aurais pas pu le deviner. Mais après, c'est aussi un petit jeu qui se passe, c'est que quand on lit le paragraphe ou le chapitre dans les yeux de cet animal-là, même si de prime abord on ne sait pas quelle est la race d'animal, quelle sorte d'animal parle, de par la façon dont Wajdi Mouawad écrit les pensées de cet animal, on arrive à le deviner. Et ça, j'ai bien aimé ce petit jeu constant dans les premiers chapitres, enfin oui, c'est dans les premiers chapitres principalement, car après c'est souvent les mêmes animaux qui reviennent. Donc c'est un roman qui est hyper violent, vraiment, il y a des scènes très violentes de meurtre ou de torture sur humains et sur animaux. Enfin c'est pas des... Si, il y a des tortures d'humains sur animaux et des tortures d'animaux sur animaux, enfin le règne animal quoi. Après ce que je vous en ai dit, n'allez pas croire que c'est un polar. Oui, il y a une petite enquête policière pour savoir qui a tué cette femme, mais on a très vite la réponse d'ailleurs. Enfin assez rapidement, on sait ce qui s'est passé. C'est surtout un polar personnel, j'ai envie de dire. C'est le personnage principal qui mène une enquête sur sa propre vie, car le meurtre de sa femme va faire remonter en lui des souvenirs et des traumas qu'il pensait enfuis. Au final, pas tant que ça, en tout cas, ils ressortent tous à ce moment-là, et ça va être une quête personnelle sur sa propre vie, sur qui il est, où il est né, d'où il vient, etc. Si vous avez lu le théâtre de Wajdi Mouawad, pour ma part, je n'ai relu dernièrement que Incendie et le premier qui est Littoral, donc il me reste Ciel et forêt à lire. Mais on est dans des thèmes quand même très similaires à ces pièces de théâtre. Vraiment, pour ce qui est de la bestialité de l'homme, pour ce qui est de la guerre, c'est aussi un livre sur la guerre, je vous préviens, sur les guerres, sur le Moyen-Orient, car Wajdi Mouawad est d'origine libanaise. Donc voilà, soyez prévenus, il va être question de guerre. Encore une fois, si je le préviens, ça spoil oui et non légèrement, mais c'est surtout parce que c'est quand même, en gros, tout le dernier tiers du roman. Donc il faut savoir dans quoi on s'embarque. Ça a été une excellente lecture, je crois que j'ai mis 4 ou 5 sur 5, vraiment j'ai pris un immense pied, car plaisir sur la forme, plaisir sur le fond, plaisir sur le sens, plaisir complet, plaisir, les 3 P. J'ai tout aimé dans cette lecture, et par contre je ne peux pas la recommander à tout et n'importe qui, tout simplement parce que
je sais que cette violence ne peut pas plaire à tout le monde. Et enfin, ah bah, c'est con, je termine par une mauvaise lecture, mais j'ai lu L'enfant de... Ah bah non, ça je vous en parle pas. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de L'enfant de sable de Tahar Ben-Jelloun, mais j'ai fait toute une vidéo dédiée à ce livre, donc bref. Et bah voilà, bah, c'était tout. En fait, je finis sur une excellente lecture, c'est très bien comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez la commenter. Si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être